Très chers Sénégalais, du Sénégal contre la diaspora, votre compatriote Mohamed Moussal a le plaisir de vous retrouver pour échanger avec vous des problèmes qui assaillent notre pays. Je vous retrouve tout juste après la proclamation des résultats des élections législatives, la proclamation des résultats provisoires des élections législatives qui a été faite le jeudi hier. Je vous retrouve aussi juste le jour où Dakar aussi subit des inondations terribles suite aux plus fortes précipitations qui ont eu lieu ce vendredi. Mais nous reviendrons sur ces inondations un peu plus tard, un peu plus loin. Et je vous dis seulement que les résultats, les Sénégalais se sont prononcés à 46%. 46% des Sénégalais globalement sont partis voter et ont choisi une assemblée équilibrée, si l'on peut dire, parce que l'opposition, comme le parti au pouvoir Benno Bokk Yakaar, ont à peu près le même nombre de députés, même si l'opposition a un député. L'opposition prise dans sa globalité, dans son ensemble, a un député de plus que Benno Bokk Yakaar qui en a 82. Mais beaucoup de spécialistes savent que cela ne veut rien dire parce que le bloc de l'opposition n'est pas un bloc monolithique. Il y a plusieurs courants dans l'opposition. Les gens ne vont pas être surpris qu'il y ait des courants dans l'opposition. Ça a toujours été le cas dans l'opposition sénégalaise. Même les partis de gauche, on se rappelle du temps de Senghor, les PIT, la LD, en Dieu étaient là comme des partis de gauche de pays, des partis de gauche. Mais n'avaient pas le même courant, même les PIT et les PI et la LDLBT qui étaient d'obédience soviétique, qui étaient proches de l'Union soviétique. C'était trois partis différents, avec des courants différents. En Dieu était un parti de gauche, mais courant maoïste. Il y avait aussi des nationalistes comme du RND, comme Cheikh Anta Diop. Des nationalistes, des véritables nationalistes patriotes panafricains, mais qui n'étaient pas convaincus par certaines idées de gauche et qui avaient leur parti. Mais les Sénégalais ne doivent pas être surpris. Comme si nous oublions le passé, d'où nous venons, mais nous ne devons pas oublier d'où nous venons. L'histoire nous a appris qu'il y a tout le temps des courants. Même dans une opposition, il y a des courants différents. En France, par exemple, ceux qui veulent citer la France là, en France, il y a le mouvement de la France insoumise qui n'a rien à voir avec le Rassemblement national de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est de l'extrême droite, même si elle est de l'opposition. La France insoumise est de l'extrême gauche, ne partage pas la même idéologie que l'extrême droite. Donc que les courants de l'opposition soient multiples et différents, et variés et diversifiés, cela ne doit pas surprendre. Qu'on ne nous taxe pas d'ignare ou d'ignorant. Bien entendu, l'histoire est là pour nous enseigner. Bien, maintenant, les inondations sont en train d'assaillir Dakar. Cela ne nous surprend pas des gens comme nous, on sait. De toute façon, dès qu'il y a des précipitations, Dakar est inondé. Pourquoi? Parce que Dakar a été mal conçu comme ville et lieu d'habitation. On ne veut pas. Dakar, tout le monde sait que Dakar, jusqu'aux années 1980, Dakar occupait à peine le dixième de la surface qu'elle occupe aujourd'hui. Partout ont été érigées des constructions, des dalles, des bitumes, de l'asphalte, etc. Mais donc, et l'eau, c'était les gens, Dakar, il y a la rose là-bas dans Dakar. Il y a un endroit où il y avait énormément d'eau. Mais toutes ces eaux qui occupaient ces endroits-là, ceux qui vivaient là, ont été pompés pour laisser de la place à des constructions, à des habitations. Mais l'eau n'ayant nulle part où s'infiltrer ou par où s'infiltrer, c'est normal que l'eau reste là, sur le goudron, sur l'asphalte. Et que toutes les habitations, toutes les maisons dans des quartiers soient inondées. Ça ne doit pas surprendre parce que le plan urbain de Dakar a été mal conçu. On aurait dû concevoir laisser des zones où il y aurait eu des cuvettes qui feraient par exemple une cinquantaine d'hectares dans pratiquement entre deux quartiers, où ce seraient des zones où les eaux s'infiltreraient. Mais cela n'a pas été le cas.
l'obsession du gain et de l'argent a fait qu'on a loti partout et on a vendu tous les terrains. Mais l'eau, elle ne comprend. L'eau, elle impose finalement sa règle. Elle ne peut pas partir, elle ne peut pas s'infiltrer, elle ne peut pas être absorbée par le sol, mais elle reste là en surface. Dakar est un golfe, c'est une presqu'île, mais une presqu'île qui est un golfe. Donc partout cerné d'eau, pratiquement. Mais si c'est partout cerné d'eau et que partout c'est construit, par quelle voie va passer l'eau pour s'échapper? Ou bien pour échapper à Dakar? Il n'y en a pas. Il ne peut pas y en avoir. Et n'oublions pas que la région de Thiès qui vient tout juste avant Dakar, dans la partie terrestre, la région de Thiès, c'est des plateaux, donc ça surplombe Dakar. Et la zone de Diamniadio est argileuse. Bon, bref, pour vous dire ainsi qu'il n'y a pas de moyen de sortir de ce cycle d'inondation. À chaque fois qu'il y aura des pluies, on créera, il y aura des inondations. Ce n'est pas pour justifier l'attitude de l'État. L'État a été responsable. L'État qui dit qu'on va débloquer 500 milliards pour sur un plan décennal, même si on met 50 milliards par an, où sont ces 50 milliards? Des laudateurs de l'État ou du chef de l'État là viennent nous expliquer au niveau des plateaux de télévision télévisés qu'il y a la bonne disponibilité du chef de l'État. Il a été généreux, il a eu un bon cœur pour vouloir régler ce problème, mais chaque fois c'est les mêmes discours. C'est les mêmes moyens qu'on sert depuis des années. Oui, le chef de l'État a fait ceci, des plans hors sec qui veut rien dire. Organisation des secours, ça ne veut rien dire. Quand les moyens ne sont pas là, le matériel n'est pas là, hors sec n'est pas là. Hors sec ne veut rien dire. Donc, le problème de Dakar est un problème sérieux qui est lié au foncier de Dakar, au problème foncier qu'il y a à Dakar. Les spéculations foncières sont monstres à Dakar. Ce qui n'est pas pour aider les Dakarois, et surtout les pauvres Dakarois, c'est elles qui seront victimes, les populations pauvres là, c'est elles qui seront victimes de ces inondations. On se rappelle qu'il y a cela 2 ans, on nous avait dit qu'il y avait des jeunes qui étaient décédés, des jeunes qui avaient été attaqués par un bois. Aujourd'hui, on a entendu qu'il y a une femme ou une dame qui serait noyée au niveau de la corniche, du tunnel de la corniche. Tunnel qu'avait conçu Karim Wade avec son ANOSI, Agence nationale pour l'organisation de la conférence islamique. Voilà donc le malheureux, terrible, affreux souvenir que nous dans ce tunnel-là. Maintenant, pour en venir aussi à un autre problème qui assaillit le Sénégal, qui est le problème du fait qu'on est dans un désert médical. C'est ahurissant que malgré toutes les protestations, toutes les supplications des médecins qui travaillent à l'hôpital Aristide Le Dantec, l'État ait fait la sourde oreille. Ils n'ont même pas pu doter cet hôpital-là, reconstruire cet hôpital-là et lui rendre ne serait-ce qu'un petit lustre. L'hôpital de Dantec où la réanimation contribue. C'est ça la réanimation de l'hôpital de Dantec. Et c'est la réanimation la plus dotée en lit des hôpitaux sénégalais. À part le CTO, mais le CTO c'est des privés, c'est une ONG qui l'a construit pour des enfants. Mais la réanimation de l'hôpital de Dantec n'a que 8 lits. Et les toilettes là-bas sont impraticables. Mais c'est n'importe quoi l'hôpital de Dantec. Et personne ne semble s'en soucier. Pourtant, c'est un hôpital. Les Sénégalais, tout le temps, tous les jours, on tombe malade. Les gens se rendent dans les hôpitaux, ne peuvent pas voir des médecins, mais quand on ne peut pas déjà un hôpital, quand un hôpital qui était là, où on faisait des dialyses, on fait énormément de choses, même l'oncologie a un grand département là-bas. Mais si cet hôpital-là maintenant est réduit à l'inexistence, c'est gravissime. Et les Sénégalais semblent ne pas s'en soucier. Ça avait fait il y a de cela un mois, la une de la presse, et puis on s'en est plus préoccupé. La presse s'est préoccupée d'autre chose. Et pourtant, c'est nous, autres pauvres Sénégalais, qui allons dans ces hôpitaux-là nous faire traiter. Et il n'y en a même pas assez dans ce Sénégal-là.
Mais malheureusement, les Sénégalais ne savent pas se mobiliser pour réclamer ce qui est leur droit. Parce que l'argent qui est là, c'est l'argent des Sénégalais. L'État n'a pas le droit de ne pas reconstruire l'hôpital de Dantec. Et c'est inadmissible qu'une telle situation prévaille ici au Sénégal. Et que les gens font comme si on était au paradis et qu'aucun problème ne se pose au niveau des hôpitaux. Alors que tout le temps on est malade. Et même avec ces inondations, les maladies vont aller en flèche. Le nombre de maladies va aller en flèche et le nombre de malades va aller aussi en flèche. Parce qu'avec l'eau, il y aura beaucoup de moustiques, davantage de moustiques, davantage de malades du paludisme, du malaria, davantage de maladies diarrhéiques. Est-ce qu'on va aller traiter ces gens-là? On va les traiter plutôt au niveau des plateaux de télévision. C'est là-bas qu'ils vont se faire traiter. Les Sénégalais, hein, une fois qu'ils ont des diarrhées, des maladies cutanées et autres, c'est au niveau des plateaux de télévision certainement, ou bien au niveau des sièges des partis politiques certainement qu'ils vont se faire traiter. Chers Sénégalais, n'oublions pas que ce pays c'est pour nous. Si nous ne pouvons pas réclamer ce qui est notre, ça veut dire que ce n'est bien, on n'a aucune dignité. Soyez sérieux, on ne peut pas se réclamer d'une certaine dignité quand tous les hôpitaux là de Dakar se meurent, et les plus grands hôpitaux du Sénégal se trouvent à Dakar. L'hôpital Aristide de Dantec là se meurt, personne ne se mobilise pour Aristide de Dantec, alors qu'on a vu des gens se mobiliser ici pour autre chose. Pour des trucs contre les homosexuels, contre etc. Alors que ça, c'est plus flagrant et c'est plus grave, c'est une urgence nationale. C'est pas un dossier comme le dossier des homosexuels ou bien des, je sais plus, des lesbiennes ou autres là. C'est un dossier très urgent qui concerne les Sénégalais, qui concerne la vie de tous les jours des Sénégalais. C'est une urgence médicale. Les gens préfèrent se faire emprisonner pour des détails par rapport à ces urgences médicales-là. Les gens viennent ne peuvent pas se faire traiter parce qu'il n'y a plus d'hôpital. Les gens ne peuvent plus se faire hospitaliser parce qu'il n'y a plus assez. Il n'y a même pas plus d'hôpital. La prise en charge médicale ne peut pas se faire parce qu'il n'y a plus d'hôpital. Les médecins même fuient l'hôpital. Parce que ce n'est plus un hôpital. C'est des bâtiments délabrés qui sont là-bas, qui risquent de tomber un jour ou l'autre sur les traitants. Sur les médecins, ne parlons même pas de ceux qui sont hospitalisés là-bas. Mais c'est quoi cette impertinence de l'État qui fait que, parce que l'État aussi est poussé par les populations qui disent rien. L'État se dit que les populations ne disent rien. Bon, c'est pas la peine de nous préoccuper de l'hôpital là, laissons-le mourir. Et en plus, même prenons quelques hectares de cet hôpital qu'on va vendre même. C'est qu'ils ont déjà fait. Parce que aussi les Sénégalais n'ont pas l'habitude de se faire respecter par l'État. Quand l'État prend librement les moyens des hôpitaux là, les moyens publics, pour en faire ce qu'il veut, pour vendre ça, pour en faire une vache laitière, plus que d'en faire un domicile, d'en diriger des hôpitaux pour les populations, l'État investit dans même les hôpitaux qui sont construits ici, même Thiès qui a été un hôpital qui a été construit en 1919, que les gens du PS là avaient donné à un Maran Touré qui a construit n'importe quoi. Que Senghor avait qualifié de poulailler à l'époque, en 1919, l'autre immigration n'a même pas voulu entrer. Thiès a été repris par des Japonais, par la JICA, Japanese Corporation Agency, ceux qui ont refait l'hôpital de Thiès, pour lui donner un petit peu de gloire et de lustre. Mais s'il faut tout le temps que des étrangers viennent investir dans ce pays, afin qu'on ait quelque chose de relativement vie, mais ça veut dire que c'est grave. Et l'État qui est là, qui fait quoi? L'État qui gaspille des centaines de milliards, des dizaines, des milliers de milliards chaque année dans les terres, dans des SICA, ça met la chambre de conférence de Diouf, dans des autorités d'Atouba, dans des autorités à péage, alors que les hôpitaux sont là laissés à eux-mêmes. Mais c'est la une ici. Maintenant, parlons dans le chapitre qui concerne le réchauffement climatique. On en a parlé et reparlé ici avec vous à plusieurs reprises. Vous avez vu ce qui s'est, je ne parle même pas de ce qui s'est passé à Dakar, je parle de ce qui s'est passé en Europe, qui s'estime relativement épargné par les problèmes de canicule. Vous avez vu la canicule qu'il y a eu en juillet au niveau de la France, de l'Espagne, du Portugal et d'Angleterre. Les records ont été encore battus, ou des records de canicule, des champs de température ont été battus. Il y a eu 47 degrés en Espagne. Autant, pratiquement 43 degrés en Portugal. En Angleterre, 48,2 degrés. En France, pareil. Et des feux de forêt qui ont accompagné, bien entendu, ces canicules. Parce que le sol, ça s'échappe. Les feux de forêt deviennent de plus en plus faciles.
un sol asséché est à même réceptif à une augmentation, aux étincelles qui provoquent les chaleurs, qui provoquent les feux de forêt. Il y a eu 641 morts en Espagne avec ces canicules-là. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Il y a les feux de forêt depuis la Californie jusqu'au Texas. Il y a eu aussi des inondations dans le Kentucky, je ne sais plus. Il y a eu combien de morts, ils avaient parlé déjà de 35 morts. Partout sur cette terre, quel que soit le continent, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, où il y a des sécheresses dans la corne de l'Afrique qui persistent, aussi il y a eu, mais partout, le changement climatique montre ses effets. Bill McGovern de l'université College of London a dit que cela n'a eu lieu qu'avec 1,2 degré Celsius de réchauffement. Et donc, où est-ce qu'en serons-nous quand on aura 2,5 degrés de réchauffement ou 3 degrés? Et ensuite, un autre chercheur a dit que il ne faut pas que les gens croient que les conséquences seraient linéaires. Non, les conséquences ne seront pas linéaires, mais exponentielles. Exponentielles, ça veut dire que ça va être, à chaque fois, ça va devenir davantage élevé. Si par exemple ça a été de 10, au lieu que ce soit 20 la prochaine fois, ça sera 40 ou 60. Puis au lieu que ce soit le double de 60, ça sera pratiquement 180 ou 240. C'est ça, il y a une croissance exponentielle. Les conséquences seraient exponentielles. Vous avez vu ce qui s'est passé. En Angleterre, même le fleuve Kent là, s'est asséché pratiquement, est presque asséché. Et sa source s'est déplacée. Et c'est pratiquement amoindri, fortement amoindri. En France, actuellement, dans le sud de la France, il y a beaucoup de zones où il y a des pénuries d'eau liées à la sécheresse. En Espagne, la même chose. Vous allez dans l'Asie, c'est la même chose. En Irak, le fleuve là est en train, le fleuve Tigre et le Frat là, ont pratiquement rougi et sont en train, leur lit à diminuer. Donc partout sur Terre, il y a les effets des conséquences des réchauffements climatiques. Le réchauffement climatique il renvoie énormément d'eau, puisque ça chauffe les océans chauffants, il y a de la vapeur d'eau qui est dégagée, beaucoup d'eau dans l'atmosphère, ça fait davantage de pluie. Mais les pluies ne sont pas linéairement réparties. Dans certaines zones, il pleut énormément. Il y a des contrées qui ont connu, je crois que c'est au Brésil, je ne sais plus où ils ont connu, la pluie qu'ils auraient dû connaître en 22 jours qu'ils ont connu en une heure. C'est les conséquences du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, comment le combattre? Il faut réduire les gaz à effet de serre. Il faut supprimer progressivement les gaz à effet de serre. À effet de serre, excusez-moi, pas à effet de serre. Autrement dit, les gaz qui captent la chaleur venant du soleil et qui renvoient ça sur la terre. Et l'essentiel de ces chaleurs-là est absorbé par les océans. Et c'est pourquoi vous avez vu beaucoup de massifs coralliens qui ont disparu dans la zone des récifs de Corolla au niveau surtout de l'océan, près de l'Australie. Mais si on ne prend pas des mesures contre cela, il n'y a rien à faire. Et même les aménagements aussi, des habitations au Sénégal aussi doivent suivre aussi des plans qui nous permettent d'absorber les trucs climatiques. Parce que nous allons mettre beaucoup de vitres dans nos trucs là, mais les vitres là aussi, ça fait qu'une fois que les rayons solaires entrent dans la chambre, mais ça ne ressort pas, donc les chambres là deviennent en quelque sorte, les chambres deviennent, des maisons deviennent en quelque sorte un four, parce qu'il y a des vitres qui sont là. Bon, bref. Il faut davantage, comment dire encore, semer des arbres, planter des arbres. Mais ici au Sénégal, on croit que les arbres là c'est gênant. Alors que ça c'est de la folie, c'est de l'ignorance que dire que l'arbre est dangereux. Sans l'arbre, on n'aurait pas assez d'oxygène. Rien qu'avec la sécheresse qu'il y a eu en Amazonie, au niveau de la forêt d'Amazonie, le sud de la forêt d'Amazonie, il y a de cela 3 ans, l'Amazonie, au lieu d'absorber, a envoyé cette année-là 159 milliards de mètres cubes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Parce que ces arbres-là en absorbé, ces arbres n'ayant plus d'eau sont morts, la plupart d'entre eux, et ces arbres qui absorbaient le dioxyde de carbone n'étant plus là, ce dioxyde de carbone qui n'est plus absorbé est maintenant là, alors qu'il était absorbé avant par les arbres. Ici au Sénégal aussi,
Orientation de courant. Vous allez dans toutes les grandes villes, les gens sont en train de tuer les arbres. En disant que oui, les arbres, les commerçants disent que les arbres s'enchaînent d'augmenter, etc. C'est de la folie. Et les services des eaux et des forêts ne sont pas là pour sanctionner. Mais on doit cultiver davantage d'arbres si on veut sauver nos pays. On doit aussi prévoir dans les plans de lotissement beaucoup de zones où il n'y aura jamais de construction, qui sont des zones de captage d'eau. Où on peut aussi planter des arbres dans ces zones-là. Il faut qu'au Sénégal, qu'on sache aussi s'adapter aux changements, aux effets du changement climatique. Ce n'est pas dans les discours, par les discours qu'on va s'adapter à cela. C'est par des actes concrets. Ce n'est pas des plans hors sec. Les plans hors sec ne sont pas là pour le changement climatique. Les plans hors sec sont là pour permettre de gérer des inondations, comme on l'a toujours su depuis on parle, depuis ce moment on parle de hors sec, organisation du cycle. Ben, comment s'adapter? Il faut procéder à des constructions qui nous permettent de mitiger, comme on dit, le changement climatique. Et prévoir dans tous les lotissements là des zones où il y a, de grandes zones où il y a que des arbres qu'on va planter et où il n'y aura que du sol qui pourrait absorber l'eau. Bien sûr, cela ne suffit pas pour absorber toute l'eau. Il y aura des usines périphériques qui permettront d'évacuer l'eau dans les zones périphériques. Mais il faut quand même qu'il y ait cela au minimum. Ensuite, planter énormément d'arbres. Parce que sans les arbres là, ceux qui vont à l'école, on leur apprend que les arbres là, c'est eux qui absorbent le dioxyde de carbone, les arbres, les plantes chlorophylliennes. Autrement dit, la plupart des plantes, les plantes qui ont des feuilles à couleur verte, elles absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Et avec ce dioxyde de carbone, avec l'eau, elles produisent du oxygène. Mais c'est ça le rôle de. S'il n'y avait pas de plantes ici, il n'y aurait pas d'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, on mourrait asphyxié. C'est les plantes qui nous permettent de le faire. Et ensuite, en plus des plantes qu'il y a au niveau des océans, les phytoplancton, des algues et autres là qui nous permettent aussi, qui font aussi la même chose au niveau des océans. Et la surface des océans est beaucoup plus vaste que la surface des continents. Bon. Bref, il faut aussi l'aménagement est une obligation. L'aménagement du territoire est une obligation. On ne peut pas construire n'importe comment. Construire comme des termites ou construire comme des souris, ça n'a pas de sens. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on s'arrête là. Il y ait des plans de lotissement conséquents, cohérents et qui nous permettent de mitiger, de pouvoir nous adapter au changement climatique. Ben, parce que n'oublions pas, les effets du changement climatique, 7000 décès en une année en Afrique chez les enfants. Je ne parle pas de chez les adultes, chez les enfants seulement. C'est ce que la science de l'attribution, avec le nouveau logiciel là, très puissant, c'est ce qu'ils ont permis de faire. Ce qu'ils ont fait, les scientifiques à travers la planète, des Chinois, des Européens, des Asiatiques et des Latino-Américains. Ils se sont même plaints, et les Américains, ils se sont même plaints du fait que, en fait, les pays pauvres, comme ils sont des pays du Sud, n'ont pas les moyens de participer à ces plans, à ces sciences d'attribution. L'attribution, autrement dit, des causes, en fait, des conséquences qui sont liées à attribuer des conséquences à certaines causes, aux causes qui ont été les changements climatiques. Bref. Il y a eu 7000 morts. Et ils ont dit que dans le truc là, il y a 100 000 morts en moyenne par an liés à l'effet, au réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, c'est une conséquence anthropogène. Ou bien anthropocène si vous voulez. Anthropocène, autant pour moi. Autrement dit, c'est une création de l'homme. C'est l'homme à travers les gaz à effet de serre, etc., qui a créé ce bordel qu'il y a à travers toute la planète. Et malgré tout, les puissances occidentales refusent d'appliquer, d'investir dans les énergies renouvelables. Elles insistent avec les groupes pétroliers. Les groupes pétroliers, excusez-moi, ces groupes pétroliers qui ont fait 52 000 trillions de dollars de profit en 50 ans. Autrement dit, autour de 2,3 milliards de dollars de bénéfices, de profit par jour, sans compter les 16 milliards de dollars de subventions qu'elles reçoivent par jour. Vous vous rendez compte avec tous les lobbyistes. Avec ces 53 milliards, les chercheurs ont dit qu'ils peuvent acheter, il y a de quoi acheter tous les politiciens, faire du lobbying, tous les politiciens, tous les hommes politiques les acheter et les convaincre de ne pas appliquer, de ne pas voter les lois
contre les sociétés pétrolières, bien entendu. Mais bref, pour ne pas être long, chers Sénégalais, la mitigation aussi s'impose à nous. Elle ne s'impose pas qu'aux autres. Elle s'impose à nous. Sinon, nous allons vers la catastrophe. Avec les inondations qui vont devenir monnaie courante, ou bien avec les sécheresses qui vont devenir monnaie courante, ce sera soit la famine, soit les déplacements, la vie de déplacement. Nous connaîtrons des vies de déplacement. Je vous remercie de votre aimable patience et vous donne rendez-vous très prochainement dans un mois.